vais apprendre des choses sur moi là avec ton interview. Je vais te sortir des trucs là, j'espère. Je te demanderai peut-être de couper. Je veux pas monter une secte, c'est pas ça. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 5 de Tarot Tor. Si vous ne connaissez pas encore le principe de l'émission, nous allons utiliser le tarot pour découvrir le portrait de mon invité au travers de 13 questions. Un questionnaire reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Pour cette émission, on évoquera des choses qui ont marqué mon adolescence, le jeu de rôle, les cartes Magic, les comics Marvel et Spawn. J'en ai fait ma passion et mon invité son métier. Mais laissons-le nous raconter ça. Salut, mon nom c'est Alexis Briclot, je fais plein de choses qui ont trait à l'image. Je crée des histoires, des univers, des mondes. J'ai plein de facettes et voilà, je suis sûr que je pourrais rajouter encore d'autres choses, mais ça viendra un peu plus tard. C'est à la fin des années 90 qu'Alexis rejoint le studio Cryo Interactive en tant que concept artiste. Il participe alors à la création du jeu Egypt 2, The Heliopolis Prophecy, marquant le début d'une carrière aussi riche qu'éclectique. En parallèle, il entre dans l'univers du jeu de rôle en travaillant sur la franchise Prophecy, une première expérience qui l'amènera dans les années qui suivent à participer à des licences majeures comme Agon, Nephilim, les Métabarons, Cops, Vermine ou encore Mage et Vampire Requiem de White Wolf Publishing. Il rejoint ensuite le studio Callisto Entertainment, révélé par le succès du jeu Dark Earth. Mais Alexis aspire à davantage de liberté créative. Il choisit alors la voie de l'indépendance et poursuit son travail dans le jeu de rôle tout en réalisant des couvertures de comics pour les plus grands éditeurs américains, parmi lesquels Dark Horse, où il réalisera les couvertures pour des licences comme les jeux vidéo Halo et Hellgate London, ou les franchises cultes Conan le Barbare et Stranger Things, mais aussi Marvel Comics, dont il réalisera les couvertures des sagas spatiales Annihilation Conquest et The Thanos Imperative. En 2003, il entame un partenariat durable avec Wizard of the Coast pour l'univers mythique de Magic the Gathering, dont il illustrera plus de 200 cartes et créera des personnages iconiques comme les premiers Planeswalkers, Chandra, Liliana, Jace, Ajani et Garruk. Ce qui l'amènera ensuite à participer au développement de la 5e édition de l'univers du jeu de rôle Donjons et Dragons. En 2004, il signe intégralement l'album Spawn Simony, une opportunité encore rare pour un artiste français qui sera suivi de Spawn Architect of Fear en 2011. Il n'abandonne pas non plus le jeu vidéo et aura l'occasion de travailler sur Cold Fear, un survival horror pour Darkworks en 2005, ou sur Haze, un FPS de science-fiction pour Ubisoft en 2008. Finalement, en 2008 toujours, il cofonde son propre studio, Dontnod Entertainment, où il occupe également le poste de co-directeur artistique. Il participe à la création de jeux devenus incontournables comme Remember Me, jeu d'action-aventure de science-fiction sorti en 2013, ou encore Life is Strange, point-and-click d'aventure épisodique lancé à partir de 2015. En parallèle, il travaille avec Jean-Luc Istin et Jean-Sébastien Rosbach sur une relecture illustrée du mythe de Merlin qui sortira en 2012. Ensuite, Alexis mettra son talent au service de Marvel Studios en tant que vice-dev et concept artiste de l'équipe principale sur plusieurs productions majeures, parmi lesquelles on peut citer la série Loki, les films Captain Marvel, Thor Ragnarok, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux et surtout les phénomènes mondiaux Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Aujourd'hui encore, Alexis poursuit de nombreux projets. Et le mieux est sûrement de le laisser désormais raconter lui-même son histoire. Et pour inspirer Alexis dans l'interview d'aujourd'hui, il a apporté un tarot qui lui tenait à cœur, le tarot original de Mimi Maki. C'est un tarot qui vient de sortir en mai, suite à un Ulule réussi en début d'année. C'est le fruit du travail d'une illustratrice passionnée, Mimi Maki. Et il a la particularité de s'inspirer de la tradition Visconti Sforza du tarot. En gros, il s'agit d'une version italienne du tarot, réalisée au XVe siècle pour la richissime famille Visconti, et qui sera plus tard une source d'inspiration majeure dans la création du tarot de Marseille. Pour en découvrir plus, je vous invite à regarder ma vidéo Arcane numéro 3 sur l'histoire des tarots divinatoires. A noter que l'artiste a fait le choix de conserver la structure classique du tarot de Marseille, alors que de nombreuses sources tentent à montrer que le Visconti comptait plus de cartes. Il y avait notamment 2 figures supplémentaires, servante et cavalière, ainsi que 3 vertus, la foi, l'espérance et la charité.
Au niveau de l'imagerie, on retrouve donc une forte inspiration de l'imagerie médiévale, dans un trait plus moderne et avec un joli travail sur les matières et les couleurs. Les cartes sont épaisses et ont une taille de 90 sur 167 mm. Elles sont donc plus grandes que celles d'un tarot classique pour s'approcher des dimensions des jeux Visconti, qui étaient alors des objets de luxe et non de consommation. Il n'y a pas de boîte, l'artiste préférant livrer son jeu dans un pochon sérigraphié. Selon la version du jeu que vous commandez, vous pouvez également obtenir un très beau livret couleur entièrement en français et offrant le nécessaire pour interpréter les cartes. Pour 49 €, vous pouvez obtenir le jeu dans son pochon et pour 59 € la version accompagnée du livret. Dans les deux cas, cela reste très raisonnable pour une petite production aussi soignée. Et maintenant, voyons ce que le tarot originel va nous dévoiler de l'histoire d'Alexis Briclot. Question 1. Le monde ordinaire. Quelles sont tes origines ? Du coup, quelle carte on a ? On a l'empereur. Oh bah dis donc. Voilà, je vois une espèce de figure paternelle, assez stoïque, implacable, qui scrute, qui est difficile, qui est dans le jugement. La figure paternelle, la bordel, merde, qu'est-ce qu'elle arrive à ce moment-là ? Des colonnes autour de lui, une structure un petit peu hiératique, orthogonale, donc quelque chose de très rigoureux. Il a l'air pas forcément commode, donc il a sa couronne et son épée. Et là, du coup, forcément, je pense à la figure paternelle. Mais du coup, je me dis, je vais jouer le jeu et on va creuser. L'empereur est sûrement la carte qui représente le mieux le patriarcat ou le capitalisme. C'est l'incarnation de l'autorité paternelle, une carte qui évoque la stabilité, la structure et la rigueur. Elle symbolise volontiers l'administration et la finance et toute forme d'autorité impersonnelle. Malgré son aspect rigide rebutant, c'est aussi une carte structurante qui peut être un appel à la raison et inviter à écouter sa tête plutôt que son cœur. J'aurais pas répondu ça, mais l'image, effectivement, elle induit pas mal de choses. Et là, si je pense à mes origines, en fait, je crois que j'ai toujours eu beaucoup d'appétence pour le côté créatif. Je pense qu'il y a quelque chose avec ma mère, tu sais, on va creuser une discipline, souvent parce qu'on associe quand on est gamin avec le plaisir. Et j'ai le souvenir, en fait, tu vois, de sessions de dessin très très floues maintenant, mais de partager des séances de dessin avec ma mère. Et je crois que mon père aussi dessinait. Et du coup, ça a dû s'ancrer avec quelque chose de plaisant à tous les niveaux. Et je crois que ça a toujours été présent chez moi, les dessins animés. Ensuite, il y a eu le cinéma, les effets spéciaux. Et donc, je découvrais en tant qu'amateur là, comment on faisait les effets spéciaux à l'époque. J'étais inarrêtable. Donc j'étais un très bon élève à l'école, mais tout mon temps, on va dire supplémentaire, je pense que je le passais à faire des maquettes, à mouler le visage de ma sœur, de copains, copines, pour faire des sculptures en latex par-dessus, mouler, faire des masques. C'était chiant à l'époque, il n'y avait pas les appareils, les téléphones, et faire des photographies, c'était assez coûteux. Et pour revenir à ça, mes parents m'ont accompagné, ils m'ont incité à faire une école d'art appliqué pour avoir un diplôme, quelque chose de concret. Donc c'était une façon de sécuriser en fait mon avenir. Mais quelque part, il y avait ce côté, ils étaient exigeants avec moi. Donc encore une fois, oui, je sais pas si ça intéressera les gens, mais oui, j'étais un très bon élève. J'étais le meilleur du collège, j'avais les meilleurs résultats. Et du coup, j'avais quand même un petit poids par rapport à peut-être cette figure paternelle, le fait de devoir exceller. Et en fait, c'est comme beaucoup de choses, je trouve qu'il y a le revers de la médaille, il y a les côtés négatifs. Donc j'ai mis du temps, tu vois, pareil, des fois à être capable d'absorber, et une fois que tu as fait une tâche, de t'en féliciter et d'apprécier ce qui a été accompli. Parce que j'ai le souvenir, tu vois, d'avoir fini un comics dans la douleur une fois. Et en fait, j'avais appelé mon ex à l'époque, ma copine, et je livre le truc, j'avais fait quelques nuits blanches à la fin. Et en fait, j'étais pas satisfait. Et je voyais que les points négatifs et pas le fait d'être allé jusqu'au bout, d'avoir accompli le truc, d'avoir tenu la deadline. Et il y avait quelque chose de positif à sortir. Donc ça, je pense que j'ai pas mal changé à ce niveau-là. Et effectivement, le fait de voir les deux facettes de la pièce, avec le côté positif et négatif. Et ce petit côté exigence, c'est quelque chose qui, malgré tout, m'a servi dans mon travail et m'a servi à me hisser à tous les niveaux, justement en termes de qualitatif. Et je pense qu'il y a une partie de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je suis, qui découle peut-être de cette forme d'exigence, je dirais. Question 2. L'appel. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création ? Comment j'en suis arrivé là ? 6 de bâton. On a des petites feuilles, je suis tellement mauvais que je sais même pas ce que c'est comme petite plante. Il y a des racines aussi qui viennent s'ancrer dans le sol. Donc oui, ça a peut-être trait avec les racines. Tiens, c'est un sujet qui me touche beaucoup, ça. Où est-ce qu'on vient ? Le socle, là j'écris une grosse bande dessinée, c'est peut-être un de mes sujets principaux, la thématique, comment on se construit. Et du coup, je vois ces bâtons, ils ont un truc un petit peu majestueux là. Je sais pas s'ils servent à rythmer la musique. Ils forment une espèce de grille aussi.
Ils ont un petit bout pointu, ils viennent s'ancrer dans le sol. La famille des bâtons est celle de la passion, de l'énergie. Le chiffre 6, quant à lui, symbolise l'harmonie. Le 6 de bâton est synonyme de victoire. Il symbolise les gains, matériels ou spirituels, acquis après un dur labeur. Je sais pas comment je vais relier ma question avec ce 6 là. L'harmonie, les bâtons. Les bâtons, ce que ça m'évoque là, c'est au truc, un rapport avec la musique. Je fais pas de musique pourtant, mais ça me donne envie de taper avec, en fait, en rythme et de créer un truc, l'acte de création. Ah, il ressemble à des crayons aussi. Regarde, et en ce moment j'ai un trip avec les crayons de couleur. J'adore, chez moi j'ai une grosse boîte de crayons. Là, tu sais, quand je l'ouvre, on dirait un espèce de piano là, avec toute la gamme. Et en fait, c'est marrant parce que la plupart de mon travail, c'est un travail que je fais en digital. Quand je bosse pour Marvel, il faut produire vite, donc je bosse sur écran, tout ça. Et là, je pense que c'est depuis quelques temps, ça va de pair avec pas un revirement, mais des petits changements en moi, ma façon de voir les choses, où je reviens de plus en plus à bosser en traditionnel, sur du papier, avec des outils. D'ailleurs, je kiffe aller dans des musées avec ces petits crayons de couleur, la petite panoplie là. Et j'ai l'impression que j'ai toujours eu ça en moi, en fait, que c'était plus fort que moi. Et du coup, tu vois, j'en parlais pendant un petit moment, en fait, comme une espèce de dynamique exponentielle. Enfin, ça, c'est comment j'ai progressé avec mes clients, avec les projets, où en fait, je m'arrête jamais. Et je me dis qu'un projet va m'amener à un autre. Et en fait, souvent, tu vois, quand je bossais sur un projet, donc j'ai bossé sur des tout petits trucs au début, mais ça sort en fait que quelques mois après. Et les gens, en fait, ils découvrent ce travail-là longtemps après. Mais du coup, il y a toujours cette dynamique, le fait de continuer, d'améliorer, où en fait, un nouveau projet va m'amener, pas forcément tout de suite, ça va pas forcément payer ses fruits. Il y a un rapport avec la discipline aussi, le fait d'être investi. Tu vois, là, j'ai le souvenir aussi d'un prof, en fait, donc comme j'étais très bon à l'école, là, au collège, et qui était dégoûté que je veuille faire une école d'art. Je crois qu'il se projetait, il m'aimait bien, il avait de l'affection pour moi, mais je sais pas, il m'aurait vu avocat ou médecin, mais c'était pas du tout mon truc. Et je pense que ouais, j'avais une espèce de pulsion. Ouais, c'est difficile à dire en fait, mais comme quelque chose qui est plus fort que toi, une espèce de passion qui est déjà là, avec plein d'inconnus. Je viens d'une famille donc qui connaissait pas grand-chose à l'art, à tout ce que je fais aujourd'hui, le cinéma, le jeu vidéo, c'était même la façon de se vendre en tant qu'artiste. C'est des choses que j'ai dû apprendre complètement. Même s'il y avait les doutes, l'inconnu en question, il fallait le faire en fait. Enfin, c'était plus fort que moi, il fallait que j'avance vers ce truc-là. Et je crois que du coup, ouais, j'avais toujours ce petit côté un peu passionné, puis un mélange de discipline. Parce que, tu sais, on parle souvent, il y a beaucoup de gens qui te disent en fait qu'ils n'ont pas le talent pour faire un truc. Notamment, moi, ça me touche par rapport au dessin. Et en fait, il y a d'autres personnes qui vont dire en fait que c'est 75%, voire des fois, il y en a certains qui vont dire 90% de travail et seulement 10% de talent. Et en fait, je suis très partagé à ce sujet-là. Je pense qu'il y a une histoire de, je vais pas dire que je suis intelligent, mais d'intelligence ou de remise en question pour progresser dans n'importe quelle discipline, pour pas être le faire bêtement justement, mais se poser des questions de fond qui parfois sont très difficiles pour pouvoir progresser. Mais du coup, ouais, c'était une sorte de... Je vais apprendre des choses sur moi là avec ton interview. Il fallait que je le fasse en fait, où c'était plus fort que moi, donc à me donner les moyens, prendre du temps, le faire avec passion, c'était associé au plaisir. Il y a aussi un petit peu de douleur parfois, parce que de la remise en question, vu que je voulais progresser, j'étais pas satisfait de mon travail, donc j'essaye d'améliorer. Je faisais un truc d'ailleurs à un moment, c'est marrant, c'est l'image que j'avais, c'était, je l'ai peut-être fait quelques fois, c'était, tu vois, quand je travaillais sur de la BD ou des illustrations. Donc quand j'ai commencé au tout début, je travaillais parfois au crayon, mélangé avec de la mise en couleur digitale et des pièces en traditionnel sur un vrai support. Et ça m'est arrivé parfois, l'image, c'est d'étaler les comics ou les livres que j'aimais, les illustrateurs que j'aimais, pour comparer leur travail au mien, en fait, et d'être entouré, tu vois, un petit peu comme les cartes, là, de toutes les images que je kiffais, et de comparer à moi ce que je produisais, et pourquoi c'est pas pareil, pourquoi c'est différent, pourquoi je suis pas aussi bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, et du coup de faire une espèce de va-et-vient permanent, et de comparaison, et puis essayer de trouver, d'apprendre en fait, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour élever tout ça. Donc voilà. Question 3. Le refus. Quels furent les premiers doutes? Le refus. Qu'est-ce que je tire? Oh, le monde. Une couronne de laurier, une femme nue, ça a l'air d'être une muse, avec un drapé autour d'elle. Elle a 2 bâtons. Et en fait, dans chaque coin de la carte, il y a une étoile aussi en haut et en bas. Dernière carte des arcanes majeures du tarot, le monde est une carte de plénitude et de bonheur. C'est la carte de l'aboutissement, de la quête, de l'accomplissement, de la transcendance. C'est une carte éminemment positive et il ne peut y avoir meilleur présage que de la piocher en fin de tirage. Pourtant, en début de tirage, elle peut faire référence à un blocage, au besoin de se réinventer ou de se lancer dans une nouvelle aventure sous peine de rester bloqué. Ça me fait penser à quoi? Une lumière, justement, quelque chose qui te guide, qui te pousse vers le haut, et quelque chose qui t'attire, donc les pendants négatifs par rapport à ta question, là, le refus.
d'avoir des gens qui à la fois t'accompagnent, et ça on y viendrait peut-être après, mais effectivement, et d'autres qui vont un petit peu te réfréner ou te freiner, parfois sans en avoir confiance, mais parce que ça évoque chez eux, ça déclenche des peurs, la peur de l'inconnu. Là, il y a aussi 4 animaux qui viennent cercler ce personnage. À l'image, il y a une espèce d'ange en haut à droite, un aigle, un lion, un taureau. Est-ce que je vais pouvoir associer peut-être des personnes réelles à ça? Et le refus, il y avait quand même les petites inquiétudes de mes parents, mais qui ont eu l'intelligence, tu vois, à la contrepartie, de me laisser faire mon cursus artistique. Donc un truc qui était, c'était le cursus art appliqué. Et l'idée, c'était que je termine avec un diplôme qui me permette de travailler dans la publicité, d'être directeur artistique ou infographiste, faire des catalogues ou des logos. Donc j'ai un petit peu cette culture-là, mais c'était du coup, ça partait de la bonne intention de sécuriser. Je pense que je réfléchis encore maintenant, quand je vois des jeunes aujourd'hui, le développement de l'IA, tout ça, à me poser des questions, à me dire comment faire pour sécuriser. Ça me fait penser à la pyramide de Maslow, là, le premier palier, là, les besoins nécessaires ou les premiers paliers, et le fait effectivement d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit, d'avoir gagné sa vie, même si parfois c'est un petit peu difficile. Oui, je me suis bouffé quand même des trucs dans la gueule, comme tout le monde, c'est normal, et ça participe des épreuves qui font que tu t'en sors grandi. Dans mon cursus art appliqué, donc j'ai fait un bac art appliqué, ensuite un BTS images de communication. Donc encore une fois, je pense, j'avais un très bon relationnel avec les profs, j'étais un très bon élève. Et par contre, en fait, je crois que la deuxième année de BTS, j'étais de plus en plus au fond de la classe. J'ai dû commencer l'année au premier rang, et en fait, plus ça avançait, plus j'ai basculé au fond, et je dessinais des illustrations pour des fanzines pendant les cours. Donc ça a un petit peu, j'ai fait mes armes, tu vois, par rapport à ce que j'ai fait ensuite en jeu de rôle. Je recevais des commandes de fanzines, et donc pour moi, j'étais tout content d'être publié dans des magazines fait avec des photocopies tirées à 25 exemplaires, et je recevais une sorte de brief, une commande, mais c'était vraiment un proto-commande d'illustration, et je devais faire mes illustrations et les envoyer, les poster, tout ça et tout. Donc c'était une école assez rigolote, et donc voilà, je faisais ça souvent en cours, et je me souviens de la gueule des fois des profs qui étaient un petit peu dépités à ce niveau-là. Et j'avais une prof principale qui, je crois, m'aimait beaucoup, qui était entre autres prof d'histoire de l'art, tout ça. Je lui en veux pas, elle a été très gentille avec moi, et puis, si sur le coup, je vais dérouler mon anecdote. Et du coup, je présente mon book, on formalisait notre book qu'on allait présenter devant un jury, un oral, et donc il y avait tous les travaux qu'on avait fait pendant l'année. Et donc la plupart de nos travaux, c'était des travaux de communication graphique, communication visuelle, donc je sais pas, logotype, mise en page, à essayer de trouver du fond, développer des choses, du graphisme, tu vois, éloquent, mais il n'y a pas de dessin dedans. Et du coup, la partie finale, c'était nos projets personnels, et donc j'avais intégré des pages de bande dessinée que je faisais à l'époque, donc je dessinais énormément à côté, pour les fanzines, tout ça. Par contre, c'était pas au niveau de ce que je fais maintenant, et c'était peut-être même pas encore tout à fait professionnel, c'était un petit peu chaud. Et en fait, quand j'étais en train de préparer ça, j'ai ce souvenir, donc c'était deuxième année de BTS, elle passe à côté de moi, elle regarde mon book, et elle me demande, en fait, tu vas présenter ça, en fait, la partie finale, tes projets perso? Et je lui ai dit, oui, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais comme ça. Elle a rien dit. Elle a tourné, elle a fait un 180 degrés et elle est partie. C'est le souvenir que j'ai dans la tête. Et j'ai encore le sentiment de froid sur la nuque. Là, tu sais, avec de « oh merde, j'ai même pas passé mon entretien, tout ça, mais ça part mal ». Idem, pendant le jury, j'ai eu la même chose des profs quand je parlais du fait que je voulais faire de la bande dessinée. Mais en fait, avec le recul, je les comprends aussi. Alors quelque part, est-ce que ça m'a pas servi de me prendre un truc, un gros coup de vent ou un coup de froid, là, je sais pas trop, ou coup de chaud, tu vois, on pourrait évoquer plein de choses. Mais ça m'a fait drôle derrière les oreilles. Et est-ce que ça m'a pas donné plus de force? Si je veux y arriver, il va falloir que je sois hardcore et que j'en veuille encore plus pour y arriver. Parce que le marché de la BD, effectivement, c'est très très difficile. Là, il y a Rapport Racine qui est sorti encore aujourd'hui, là, et je sais plus, là, c'est alarmant. Le camembert de distribution, là, entre la distribution, les éditeurs, les libraires et les auteurs, c'est les auteurs qui sont vraiment le cinquième roue du carrosse, là, avec, je sais plus, un nombre hallucinant qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et du coup, ces profs qui m'ont dit, en voyant mes illustrations et mes pages de BD qui n'étaient pas Jojo, que ça allait pas être, qui étaient un petit peu étonnés, que c'était super dur. Ils n'ont pas été très accompagnants, ça je le regrette un petit peu. Je pense qu'ils auraient pu aussi comprendre ma passion, puis voir ceux qui me connaissent, le fait que j'étais déterminé et que quand on veut des fois un truc, en bossant comme une brute, ça peut arriver. Mais c'était un petit peu l'inverse, quoi. Et j'ai eu aussi des fois ce feeling, et pas forcément avec des gens qui m'ont fait des remarques, mais oui, des fois dans la vie, j'ai le souvenir d'arriver sur Paris, d'aller présenter mon book à des maisons d'édition, d'aller chez des auteurs, des artistes qui avaient déjà produit beaucoup de BD, qui avaient été super gentils avec moi et qui m'avaient reçu. Et tu vois, j'ai ce souvenir en fait d'être place de la République et de ressortir sous la pluie. Et moi, j'ai rien, j'ai pas de clients, je sais pas comment ça marche. Et je suis perdu, j'habite pas Paris. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est la tristesse absolue et tout. Et du coup, j'ai ce souvenir-là, de mettre une petite claque de doute. Mais c'est bizarre, j'oscille souvent entre ces deux facettes-là. Tu vois, voilà, on pourrait peut-être les retrouver, là, les deux étoiles. C'est ça que j'ai remarqué dans cette illustration. C'est quelque chose qui te conduit vers le haut, puis une étoile un petit peu plus noire. Là, elles sont pareilles.
Et du coup, le fait d'osciller entre ces doutes et puis malgré tout une espèce de truc, une force qui me guide, qui est en moi. Je crois pas à un truc surnaturel au-dessus. Mais voilà. Et quant à ces petits animaux, je sais pas si je pourrais penser à mon professeur machin, à la prof qui m'a un petit peu cassé, l'éditeur là qui m'a dit de rentrer chez moi avec les illustrations. Je traverse tout Paris, je vais le voir, il fait 3 photocopies et me dit on te rappellera si tu veux. Et puis lui, peut-être que j'ai fait des illustrations pour lui et il m'a jamais payé. Mais bon, ça arrive et puis c'est comme ça qu'on apprend les obstacles. Question 4. Le mentor. Est-ce que quelqu'un t'a guidé pour te lancer ? Donc qu'est-ce que j'ai ? Et donc c'est le 9 de coupe. Il y a plein de petits calices, il y a toujours des plantes, on dirait du gui, du hou, avec des petits bonbons rouges. Et au centre, en fait, j'arrive pas à décoder ce que c'est, un fruit, un espèce de légume. Mais par contre, ce que je note, tu vois, c'est qu'il y en a 3 qui sont en haut, il y en a 6 vers le bas, et il y a ce petit truc au centre, là, et ça me fait penser à un espèce de cœur, en fait, le truc qui irrigue tout l'ensemble. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement. Le 9 de coupe fait référence à l'optimisme, à la réussite, au fait d'accepter des difficultés et les pertes pour n'en retenir que les bienfaits acquis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont poussé, mais ouais, un truc un petit peu particulier, c'est mon prof de maths, qui m'aimait beaucoup au collège, qui m'a parlé d'un illustrateur en fait qui habitait le village d'à côté. Et du coup, il m'a mis en contact avec cet illustrateur-là. J'ai été lui rendre visite avec mon book, donc j'étais au collège, donc je sais pas quel âge t'as en 4e, t'es pas bien vieux. Donc du coup, je me pointe chez lui avec mon book. Le gars, c'est pas un prof, c'est un illustrateur pro, tout ça. Je crois que ça l'a quand même impressionné, ce que je faisais à l'époque pour mon âge, et il m'a proposé en fait de revenir chez lui. Et du coup, il y a vraiment une histoire de mentorship. Il y a eu un attachement aussi. Ma mère est devenue assez proche avec lui, enfin comment dire, amie. Donc elle venait, je sais qu'il y a un truc qui me faisait kiffer, c'est qu'il lui préparait le thé, il sortait les petites glaces, tout ça et tout. Et moi, il me faisait des exercices de dessin. Donc encore une fois, il y avait le côté laborieux, tout ça. Donc en fait, oui, le truc intéressant, c'est que c'était la première personne dans mon entourage, et que ce soit ma famille ou proche, ou les vraies rencontres, enfin des gens réels autour de nous, qui avait un background ou qui avait travaillé dans l'art pour de vrai. Il avait travaillé dans l'animation, il essayait de monter un musée là, du fantastique, il avait fait des travaux d'illustration. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est à 100 milieux de ce que je fais aujourd'hui. Il y avait une notion de fantastique, mais il avait notamment, faudrait que je revoie son CV, il a fait des pochettes de disques, ça va parler pas à tout le monde, pour Nana Mouskouri. Je me demande s'il n'y a pas Enrico Macias et des trucs pour enfants. Donc quand tu vois ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, entre les trucs d'horreur, Spawn, enfin je fais pas que ça, mais des trucs peut-être un petit peu plus adultes. Donc ça peut paraître à 100 milieux, mais en tout cas, ouais, il m'avait accompagné. Et il avait plein de trucs chez lui que j'adorais. En fait, je crois que je kiffe les livres. Il y en avait beaucoup chez moi quand j'étais petit. Et chez lui, il avait une bibliothèque complète sur un étage, là, son atelier. Donc moi, c'était la première fois que je voyais un atelier d'artiste, tout ça. Et en fait, j'y allais souvent les mercredis après-midi ou squatter chez lui. Et il avait une collection énorme, par exemple, de Mad Movies. Avec, et je crois que c'est là, Mad Movies, là où je suis tombé, où j'ai découvert les effets spéciaux au cinéma, comment c'était fait à l'ancienne, les maquilleurs qui sculptaient, qui travaillaient et tout. Et je crois qu'à chaque fois que j'allais chez lui, en fait, pendant super longtemps, je lui empruntais des bouquins que je ramenais chez moi. Et comme une bibliothèque, en fait, j'ai dû le taxer, le gars, et je lui ramenais les bouquins la fois d'après. Mais j'absorbais tout ce truc. Et du coup, ouais, ça a été une rencontre, tu vois, c'est marrant. C'est peut-être la personne centrale, et du coup, si on est sur le 9, il y en a peut-être 8 autres qui ont compté pour moi. Je pourrais peut-être les trouver, les énumérer, ou qui m'ont apporté quelque chose. Il y a un autre illustrateur sur Paris qui était justement aux antipodes. C'était une petite rencontre quand même aussi. J'étais au collège, au lycée. On était monté sur Paris, un voyage scolaire, et je lui avais écrit, je suis passé chez lui. Et c'est rigolo parce que c'était la culture complètement différente. Lui, c'était métal à fond. Il faisait des espèces de trucs avec plein de symboles sexuels, des lames en métal, et un côté Giger, tu vois, avec biomécanique, avec de la chair en fusion, tout ça, et très bourrin. Et donc, du coup, j'avais ces deux facettes, super paradoxales. Donc, j'ai pas donné le nom de cette personne. C'est Gérard Olivier, l'illustrateur en question. Et donc, ouais, j'y repense souvent. J'ai plus de contact avec lui, j'ai plus de news et tout, mais ouais, je lui dois quand même beaucoup. Je payais pas pour aller chez lui, il me prêtait ses bouquins, il m'a donné plein de conseils, et puis il y a une sorte d'accompagnement qui me touche, ouais, qui ont dû grandement participer aussi à faire de moi ce que je suis, même si encore une fois il y avait un décalage entre mes envies et puis ce que je faisais même à l'époque et lui ce qu'il produisait, parce que c'était pas les mêmes connexions, mais comme quoi des fois ça peut être très intéressant. Bon, puis les 8 autres coupes, ouais, je vais pas pouvoir les remplir tout de suite là, mais il doit y avoir certainement au moins 8 personnes qui m'ont apporté beaucoup de choses. Question 5. Le passage du seuil. Quel a été pour toi le point de non-retour ? Les choses deviennent concrètes. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai le 2, c'est le denier.
Alors il y a une symétrie. Le denier du haut, il y a une symétrie horizontale, il est orienté à l'inverse de celui du bas. C'est marrant, j'ai sorti déjà mon argumentaire tout à l'heure entre les deux facettes d'une pièce, là tu sais le côté positif, le côté négatif, et que parfois même des fois c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, enfin pas appris, mais à intellectualiser un petit peu plus, là que parfois tu peux aimer quelqu'un aussi, entre guillemets pour ses défauts. Et encore une fois, il y a les qualités, et parfois c'est des qualités, enfin ça reste des qualités, et d'autres fois les défauts qui peuvent se transformer en qualités. Bref, c'est extrêmement complexe. La famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. Le numéro 2 est celui de la rencontre et de la dualité. Le 2 de denier évoque une affaire en prévision, la difficulté de joindre les deux bouts, ou le fait de devoir jongler avec les problèmes. C'est un appel à la flexibilité. Oh bah si je devais commenter, ouais il y a un truc en fait j'en ai pas parlé tout à l'heure mais mon job donc c'est illustrateur, je travaille avec des images, des symboles et en fait je manipule beaucoup ce genre de choses. J'aimerais bien même des fois peut-être à terme travailler sur un jeu de tarot, ça peut être super intéressant, le genre de choses qui m'intéressent. Et du coup même il y a de l'attrait aussi avec tout ton storytelling, là, Joseph Campbell, le héros aux mille et un visages, le monomythe, là, comme j'écris également, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Et ouais voilà, il y avait ce petit parallèle avec ce que je fais, ce que je produis. Alors peut-être pas avec la même intensité mais souvent effectivement, même quand je travaille sur un film Marvel, tu vois j'essaie de sélectionner des formes, des couleurs, des éléments, des symboles qui évoquent, qui racontent quelque chose. Il y a un machin, par exemple, en jeu vidéo ou même au cinéma, quand tu travailles sur un décor, il y a un truc qu'on appelle la narration environnementale. C'est-à-dire, c'est un travail de décoration, mais en fait, tu peux raconter énormément de choses avec les éléments qu'il y a dans le décor. La petite plante verte, peut-être qu'elle dit quelque chose. S'il y a un cadre, tu vois, typiquement dans un film, quand tu as un cadre avec la photo du fils ou de la fille ou du mari, et ben tout de suite, tu as des informations sur le statut de la personne en question. Bon bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quoi. Et là du coup en fait tu vois je vois comme une sorte de changement en fait la symétrie ce qui était avant et puis parce que c'est orienté vers le bas et quelque chose de plus dynamique en fait vers le haut du coup élévation. Et il y a peut-être eu quand j'ai eu mon premier job en fait il y a mes premières illustrations professionnelles où j'ai été rémunéré pour ça, c'était un petit peu galère tout ça. Je repense à la question d'avant, les mentors, il y a aussi les amis, les gens qui m'ont poussé. Tu vois peut-être qu'à force peut-être dans l'interview je vais remplir les 8 couples là, qui me reste à remplir. Et là, je pense à un illustrateur, un concept artiste que j'ai rencontré sur un salon. Donc moi, je faisais des illustrations pour des petits jeux de rôle, pas très bien payés, tout ça. Là, je devais pas dessiner aussi comme par rapport à ce que je fais maintenant, en tout cas, je serais assez critique, mais bon, il y avait quand même des qualités dedans. Et du coup, j'étais sur un petit salon de jeux de rôle, à un stand avec un autre ami, et je crois qu'on devait faire payer une somme dérisoire pour proposer nos services et dessiner les personnages des gens qui seraient intéressés, quoi. Donc, ils nous décrivaient leurs personnages et on essayait de les illustrer en très peu de temps, enfin sur un salon. Et là, en fait, il y avait un stand de Cryo Interactive, donc une boîte de jeux vidéo à l'époque, qui présentait leurs travaux. Et là, j'ai vu, en fait, il y avait 2 concept artistes qui étaient là, qui présentaient leur travail comme ça, entre autres. Et donc, ils avaient leur book avec tous les dessins. Et en fait, c'est marrant, je connaissais un tout petit peu, mais ça paraît aberrant maintenant. Mais c'est comme une sorte de prise de conscience du style, pour créer des jeux vidéo. Et c'est marrant parce que j'ai monté mon propre studio, donc Node là après, là, tout ça. Ouais, c'est rigolo. Il faut créer tous les éléments en 2D avant de les modéliser. Et du coup, j'ai absorbé ce truc-là, j'ai regardé leur book, je suis rentré à la maison, j'ai essayé de produire la même chose avec ce qu'on appelle les vues orthographiques, donc des dessins en fait très techniques, c'est-à-dire que ce soit un personnage ou un objet, le fait de le représenter de face, de côté, avec toutes les informations pour quelqu'un, un autre artiste 3D qui arrive ensuite puisse les modéliser. Donc ça, j'ai dû absorber ce truc-là, produire les choses. Et du coup, j'ai eu mon premier job, là, c'était 3 mois, puis ils m'ont fait une rallonge parce qu'ils m'ont beaucoup aimé. À Cryo Interactive, j'étais pas super à l'aise, parce que je découvrais tout, le cadre professionnel. Et ensuite, j'ai eu, donc je repense à ça, là, à l'appel de l'aventure, un entretien d'embauche dans un autre gros studio qui s'appelait Callisto Entertainment. Et c'est marrant, j'avais eu cette première expérience professionnelle, mais là j'ai le souvenir en fait d'être un petit peu perdu, de devoir préparer mon entretien d'embauche et d'être complètement perdu à l'idée de quoi demander comme salaire. J'ai des souvenirs de discussions avec ma famille pour qui c'était l'inconnu qui ne pouvait pas m'aider. En gros, ça leur paraissait abstrait, ou ils ne connaissaient pas, c'est quoi les tarifs pratiqués. Du coup, pas mal de gêne. Et en fait, ça s'est super bien passé cet entretien, vu que je crois que j'étais le plus jeune de tout le studio, il y avait plus de 200 personnes, je crois que j'étais le plus jeune salarié. J'ai une sorte de petite fierté en fait par rapport à ça. J'ai un souvenir aussi rigolo, ah tiens c'est marrant, tu vois l'articulation, le haut, le bas, tout ça. J'ai eu un entretien en fait, chapeau blanc, chapeau noir, et j'ai eu 2 gars en entretien. Donc là c'est aussi découverte d'autres particularités professionnelles. Tu sais, c'est pas seulement illustrateur où tu es jugé sur ton travail, là c'est concept artiste, c'est intégrer une équipe, comment tu vas t'intégrer, comment tu vas communiquer, tout ça. Et le gars qui était censé être chef de projet, en fait il était très gentil, mais pour le coup il jouait le mec chiant.
Et en fait, pas il m'a fait chier, mais pendant tout l'entretien, il n'arrêtait pas de me poser des questions hyper négatives et pénibles. Et je me suis dit, celui-là, il est mal luné ou il est pas très positif, mais il est chiant même. Et du coup, je m'adressais plus à l'autre. Et ça s'est très bien passé. Ils m'ont kiffé suffisamment. Et après, j'ai découvert que le gars qui était chiant, c'était le chef de projet du projet en question. Puis en fait, ça va, il n'était pas comme ça dans la vraie vie. Mais ouais, c'est marrant, ce truc qui me touche peut-être en ce moment, là, qu'on est tous plusieurs facettes en fait. Je vais pas dire un côté sombre, un côté lumineux, mais tu vois, le fait que ça fait ressortir des trucs, là, ton petit travail introspectif. Question 6. Les gardiens du seuil. Quelles ont été les premières épreuves à traverser pour t'accomplir dans ta carrière ? Oh, la reine de bâton. Eh ben, dis donc, elle a un gros bâton vertical. Il y a encore une forme de rigueur. Et elle siège dans un trône qui est aussi très orthogonal, de forme rectangulaire. Il n'y a pas d'arrondi dessus. Il y a des petites boules. C'est une figure féminine avec un chat noir qu'on associe souvent à la malchance. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre un élément, mais de l'accompagner. Ici, la reine de bâton incarne le fait d'être séduisant, magnétique, de savoir se mettre en avant. Elle symbolise la confiance en soi, l'optimisme, le fait de voir le positif. Ah bah c'est marrant, j'ai envie de faire chier, de prendre le contre-pied. Oui. Mais effectivement, chat noir, si on parle de la malchance, en fait, le fait que la chance, elle se provoque, elle existe en fait, ou la malchance existe, il y a des choses qui peuvent te tomber sur le coin de la gueule, t'as pas choisi, effectivement, difficilement explicable, ou il y a une forme d'injustice en fait parfois. Mais effectivement, tout ce qui est rapport de chance, je pense que ça se bosse... des fois, il faut oser sortir de sa zone de confort. Je pense que parfois, je suis très bon pour ça. D'autres fois, je suis comme beaucoup de gens où j'essaie de travailler là-dessus. Mais j'ai des peurs, en fait, des angoisses qui font que je dépasse pas ce truc-là. Et là, du coup, peut-être que je repense à certains trucs qui m'ont aussi grave apporté. L'ouverture sur le marché américain. Parce que j'ai commencé assez tôt à bosser pour Magic, The Gathering, pour des comics Marvel, pour même des boîtes de jeux vidéo. Ça me paraissait impensable avant, tu vois, gamin. Et en fait, je me suis rapproché il y avait un forum qui s'appelait conceptart.org. Et du coup, il y avait plein d'artistes et plein de professionnels qui postaient dessus. Donc de tout, il y a aussi des non-professionnels, mais il y avait plein de gens du jeu vidéo à très haut niveau, dans des boîtes américaines, tout ça. Et donc j'ai fait plein de rencontres par le biais de ce forum-là. Et je me suis retrouvé invité aussi à des workshops internationaux. Et en fait, c'était une boîte appelée Massive Black qui organisait des workshops une fois dans l'année. Ils essayaient de faire un workshop en Europe et un workshop aux États-Unis. Et du coup, ça m'a fait voyager. Ils m'ont invité, donc j'étais un petit peu perdu. À l'époque, mon anglais, c'était pas jojo, j'avais peur de parler, je comprenais pas tout. J'aurais dû bosser plus avant, prendre des cours, vraiment travailler là-dessus. Et du coup, j'étais invité pour faire des démonstrations. J'ai fait pas mal de choses comme ça, donc ouverture vers le monde, qui m'ont fait voyager. C'est des moments quand même assez ultimes. Je me suis retrouvé à des soirées avec des artistes. J'achetais leurs comics avant. Quand j'étais plus jeune, ils sont dans la pièce et je me dis, oh putain, c'est des gros maîtres et tout. Du coup, il y a peut-être cette petite impression là, à ce moment-là, d'arriver à un stade en fait auquel tu rêvais auparavant. Et là, par la force des choses, le fait de te retrouver intégré au milieu de ces gens-là. Et j'ai le souvenir, tu vois, c'est marrant en fait, je te parlais des peurs là, il y a une fille qui organisait le workshop là, entre autres avec son copain, et c'était à Prague. J'avais très peu dormi parce que j'avais une commande à l'époque, j'étais workaholic, là, enfin pas workaholic, mais je bossais beaucoup tout ça, et j'avais une commande pour Wizard of the Coast, un truc à délivrer avant de partir. Et en gros, j'avais fait un truc, j'avais très peu dormi, je crois que j'étais me coucher à 3h du mat, levé à 6h pour prendre l'avion, et je voulais absolument livrer mes images. Et en fait, j'avais 4 images, et là, tu vois, ça dépasse le cadre artistique dans le sens, tu sais, on se dit l'artiste il va dans sa cabane puis il peint comme ça, tout ça. En fait, je m'étais mis un chrono peut-être les 2 derniers jours, donc j'ai dormi quand même le jour d'avant, tout ça. Mais en gros, toutes les heures, je changeais l'image. Et mon objectif, c'était d'être capable de livrer 4 images qui soient de qualité suffisante pour être acceptable. Et pas travailler seulement sur une au détriment des autres et de rien avoir pour les autres. Et du coup, j'étais un petit peu rincé. Le client a été très content. Moi, j'aurais des choses à redire sur les images, je ne dirais pas ce que c'est exactement. Et du coup, j'arrive là-bas au workshop, je suis à la fois super excité à Prague de découvrir la ville, plein d'autres super artistes, puis l'énergie aussi, parce que dans ce genre de... J'en ai fait d'autres, il n'y avait pas que Massive Black, il y en a eu d'autres dans le monde, avec d'autres groupes, il y a eu même des workshops français, il y a le THU, la Trojan Iso Unicorn en Espagne, qui est assez exceptionnel. Donc des grands moments, et tu sens l'énergie aussi de tous les gens qui sont là, qui font le voyage, qui ont payé, tu vois, c'est un peu comme une thérapie, et qui se retrouvent avec plein d'artistes, et il y a une sorte d'émulation, excitation qui fait que... Puis comme il y a des artistes super balèzes, tu prends, t'absorbes, et ouais, il y a une forme d'énergie qui est assez exceptionnelle, quoi. Et je me souviens de cette fille qui m'avait dit, ouais, on dirait que t'as pas peur. Et ça m'avait choqué parce que je me suis dit, putain, mais elle se rend pas compte à l'intérieur que juste venir ici, parler devant les gens, moi comme j'avais du mal avec le micro à l'époque, maintenant ça va beaucoup mieux, je fais des masterclass, tout ça, mais en fait j'écrivais des choses où je faisais des bulles de BD sur l'image que je faisais sur l'écran géant quand j'étais en train de montrer mon image, et ouais, c'était une super intense...
Voilà. Ah bah tiens, tu vois, une figure féminine. Peut-être que c'était cette fille-là, même si elle n'a pas beaucoup compté. Après, il y a la figure de la mère, là, forcément, je vois, il y avait le père dans le trône. Il y a l'espèce de reine, la reine. Mais bon, je vais pas associer, je vais pas te sortir les doses avec ma mère, ça va très bien. Voilà. Question 7. L'approche. Y a-t-il eu des préparatifs particuliers avant ta première réussite créative ? Eh bien, nous avons un set de deniers. Oh, avec un sablier. Là, il y a un sablier avec le temps qui s'écoule. Et du coup, oui, non, ça m'a fait penser tout de suite à un truc. Le chiffre 7 symbolise la détermination. Le set de denier est une carte de préparation, d'attente. Elle symbolise le moment où le paysan, ayant planté ses graines, il ne lui reste plus qu'à attendre de les voir pousser pour récolter. C'est une invitation à prendre son mal en patience pour réussir. Non, ça c'est peut-être mon point de vue aujourd'hui. La vie est courte, le temps passe vite, il faut faire des choix, choisir ses batailles. Mais je crois qu'à l'époque, oui, tu vois, j'avais quand même un truc... en fait, du coup, donc je venais d'un environnement qui était un petit peu... qui connaissait pas trop le monde des arts, encore moins celui du jeu vidéo. D'ailleurs, il n'y avait pas d'école à l'époque, il y en avait très peu. Le cinéma, là, c'était l'avènement des images de synthèse, enfin le début des images de synthèse. Il y avait beaucoup d'inconnus également. Moi, ce qui m'intéressait aussi, là, les effets pratiques, c'était un petit peu... ça commençait à être en déclin. Du coup, je fais mes études qui m'ont vraiment ouvert l'esprit. Donc, il y avait du graphisme, c'était un petit peu le cœur de tout, mais il y avait beaucoup de choses aussi en termes de communication, utilisation des symboles, le graphisme au sens large, justement, les couleurs, histoire de l'art, et donc toute la culture qui va avec. En fait, voilà, quand on utilise des symboles, il y a l'émetteur, donc l'artiste ou le graphiste ou un client qui va produire une image, et il y a le récepteur, en fait, avec tous nos codes, comment on va le retranscrire, tout ça. Et du coup, moi, je flippais de pas avoir de boulot, parce que tout ça, c'était inconnu. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais développer, en fait, un maximum de choses, de techniques différentes. Donc j'étais extrêmement curieux et ça m'a toujours servi. Je faisais des trucs à l'aquarelle, même des fois quand j'aimais pas, je me forçais à faire, à faire des études à l'aquarelle, à faire des illustrations à l'aquarelle. Peinture à l'huile, ça mettait un petit peu de temps, c'était un peu cher, j'en ai fait un petit peu moins. Mais de l'acrylique, de la gouache, du noir et blanc. Même en noir et blanc, en fait, je changeais de technique. Tu vois, je découvre Bernie Wrightson, là, tu vois, le super Frankenstein qu'il a fait. Là, c'était un truc, en fait, le roman de Mary Shelley illustré, style gravure. J'ai eu ma petite période où j'essayais de travailler un peu à la Gustave Doré, tu sais, avec des histoires de rythme, là, où tu vas... c'est pas vraiment des hachures, mais c'est vraiment des orientations, en fait, de rythme. C'est pas la même chose que, tu vois, comics américains, ou même parfois, j'essayais de faire des trucs épurés. Donc, ouais, je pense que déjà, dans mon travail, il y avait plein de styles différents. Alors, c'est à la fois, encore une fois, cool, parce que moi, ça me correspond, je suis curieux, je l'ai toujours été. Je sentais une nécessité aussi, je me dis aussi, voilà, que le mouvement, c'est la vie, et pas rester statique sur un seul truc, puis tu t'apprends des choses en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, bref, t'évolues. Donc le fait d'aller vers quelque chose d'autre, de différent, ça me semble très important. Mais il y avait aussi le fait d'être capable de répondre à n'importe quelle commande. C'est-à-dire, je rencontre un illustrateur, un éditeur de livres pour enfants, ça m'intéressait aussi, être capable de pouvoir répondre à la commande. J'ai dû faire des petits livres... C'était un reboot en fait des livres dont vous êtes le héros pour un public assez jeune. Et donc c'était des images un petit peu stylisées, tu vois, j'avais fait ça me revient en tête, ce genre de choses. Donc il y avait ça, il y avait à la fois la technique et puis aussi le fait d'être capable de faire du concept art, de la bande dessinée, je faisais des pages BD et puis de l'illustration. Et donc voilà, de pouvoir tabler sur plein de trucs. Le danger avec un book en fait qui est un petit peu trop large, c'est quand t'arrives, l'éditeur ou la personne en face, elle sait pas en fait si elle te passe une commande, qu'est-ce que tu vas lui ramener. Donc toi t'es content, t'as plein d'images dans tous les sens. Toi tu sais que tu pourrais peut-être cibler sur un champ particulier, mais aussi ça veut dire que t'as pas vraiment aussi c'est pas de personnalité, mais un style vraiment fort. Moi, tant pis, en fait, je pense que j'ai du mal à voir, mais j'aime bien en fait varier les plaisirs, changer un petit peu. Souvent, on me dit que j'ai un style particulier, enfin qu'on reconnaît mon style, tant mieux. Ça s'est fait aussi par peut-être ce biais d'avoir exploré plein de choses. Et il y a peut-être des thématiques qui me touchent, peut-être qu'il y a ma sensibilité, quel que soit le projet qu'on me donne, peut-être qu'il y a des choses, ma culture et les choix que j'opère qui font que même si je suis curieux, si je vais aller explorer des voies différentes, on retombe quand même sur des choses qui font partie de moi. Je sais pas trop. Mais du coup, ouais, je repense vraiment à cette curiosité. Et là, je repense à ce sablier, la notion de temps. Ah si, peut-être, tu vois, le premier truc avec plein de différents deniers, là, les 7. Je sais pas pourquoi le 7, il n'y a pas un rapport avec le chiffre divin. Non, j'irai pas dans cette voie-là. Par contre, ouais, parce que je retiens, tu vois, les 7 qui tournent autour du temps. Le temps est court et tout, et le fait d'avoir varié à la fois les compétences et puis les techniques. Et ouais, je le dis souvent aussi parce que c'est un mélange de curiosité naturelle, et puis c'était mu aussi par la peur, mais en fait je suis très content de ça parce que
je pense encore une fois ça a été payant au final. Et quand il y a plein de gens mes clients en fait, ceux qui m'apprécient, pourquoi on m'appelle, je pense aussi cette capacité à répondre à plein de thématiques différentes, m'adapter, ressortir ma sensibilité, puis offrir des réponses pas toujours la même, quoi, réfléchies et puis qui changent. Curiosité naturelle, j'espère. Question 8. L'épreuve suprême. Quelle a été la première épreuve qui aurait pu tout te faire abandonner? Donc un truc que tu te prends un petit peu dans la gueule. Et là, nous sommes sur le denier de 9. Putain, mais j'en tire beaucoup des deniers. Hein. Il n'y a plus de sablier là, il y a encore des racines une fois. Tu vois, je les note parce que ça me touche. C'est une thématique d'où est-ce que je viens, comment on se construit. Le fait d'avoir des gens qui ont cru en toi, tu vois, c'était plein de questions que tu as évoquées au début, mais qui te donnent de la force ou pas. Des fois, ça manque et comment tu le construis quand tu l'as pas. Le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement. Le 9 de denier est la carte de l'indépendance. Elle symbolise une grande réussite matérielle, le confort et la jouissance. Peut-être trop pour vous garder motivé. C'est aussi l'idée d'une nouvelle vie qui s'annonce. Je vais rester pas sur le côté thune, mais sur le côté concret, donc physicalité, quelque chose de solide et de vrai. Tu vois, c'est marrant en fait. Je crois que c'est pendant le Covid, donc très tard. Donc c'était une épreuve un petit peu particulière pour toute l'humanité et pour moi aussi, quoi, à se poser des questions sur notamment la vacuité de ce que je fais. Tu sais, avec des trucs vrais, en fait, il y a des corps de métier qui sont plus concrets. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Je sais plus, j'avais lu un bouquin, La traité du zen et entretien des motocyclettes, super intéressant, qui met en vis-à-vis deux choses, là, le côté spirituel et le côté les choses vraies, une moto. Et en fait, j'aime beaucoup cette image, en fait, par exemple, du garagiste, le mec qui va réparer une moto, parce qu'en fait, il va remettre de l'ordre dans quelque chose de mécanique, comprendre et réordonner les choses du monde, c'est-à-dire les mécanismes, réparer quand il y a une fuite ou un truc comme ça, et il rend également service à la personne, en fait, qui a un problème avec sa moto. Ça va l'aider à aller chercher, enfin, peut-être pas en moto, mais aller chercher ses gamins à l'école, j'allais dire, ou aller au taf, ou tu vois, avoir un truc. Et du coup, ça aussi sur deux niveaux. Et du coup, moi, il y avait avec ça aussi, qu'est-ce que j'apporte aux gens, avec mes petites images, le fait que je bosse beaucoup à la commande. Tu vois, je l'ai dit beaucoup, là, la vie est courte et tout, et je crois, oui, que c'est depuis quelques années où je continue à bosser avec plaisir, avec des clients, mais pendant des années, j'ai bossé comme un mercenaire, on va dire. Et là, j'ai vraiment envie de me recentrer sur des choses qui me sont plus personnelles, qui m'apportent quelque chose et qui peuvent apporter plus aux gens. Mon projet, là, sur lequel je travaille actuellement, là, de bande dessinée, donc il n'y a pas d'éléments fantastiques. C'est un truc sur le deuil, le socle, des questions... Enfin, c'est vraiment un récit, tu vois. J'ai été plongé loin en moi, on va dire, pour développer la thématique de quoi je voulais parler exactement, comment. Et donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Et ça, j'ai envie de le faire un petit peu plus. Et par rapport au concret, il y a peut-être aussi ce côté, là c'est la crise, on va dire, comme on dit, là on va pas se mentir, hein, ma petite dame, mais ça me touche quand je vois plein d'étudiants. Là, je suis allé dans une école la semaine dernière, une école de jeux vidéo, et il y a une crise dans le jeu vidéo, dans l'animation. Il y a l'avènement de l'IA qui accélère les choses, qui va pas seulement toucher les artistes, mais plein de, on en parlait hors caméra juste avant, là, plein de corps de métier, des gens qui n'ont jamais été impactés auparavant. Et du coup, il y a un rapport aussi avec la perte de certains repères, la perte de la matérialité. Et depuis peut-être 2-3 ans, là, j'ai un coach de sport, on est devenus amis, là, que j'adore, et j'ai fait pas mal de stages, des choses que j'aurais jamais fait avant. J'en ai fait plusieurs à la montagne, là, dépassement de soi, là, avec des treks où tu manges, t'as une boîte de conserve pour 3 jours, et bref, tu dois aller taper dans tes réserves, et puis différentes choses. Et ce genre de stage, par contre, j'y repense là parce que c'est la rencontre avec d'autres êtres humains, c'est un partage en fait assez particulier. C'est quelque chose que j'aimerais aussi reproduire, moi, tu vois, faire des formations. Je veux pas monter une secte, hein, c'est pas ça, mais tu vois, d'avoir des gens en fait en vrai et d'avoir un partage humain. Si, même ici, tu vois, il y a eu une formation d'écriture avec les gens viennent, il y a des exercices, il y a un dialogue qui se crée, et je trouve ça une force et un poids énorme. Justement, surtout à l'ère où on apprend à moins se parler, où il y a les espèces de bulles là de communication sur les réseaux sociaux, différentes choses. Même dans les structures, je vois les bons points, mais tu sais, le fait de ne plus aller au bureau. Et parfois, il y a une transmission d'informations qui se perd. Quand tu es jeune, que tu viens de rentrer dans une profession, comment tu fais pour agréger des nouvelles connaissances? Quand tu fermes ta caméra, tu restes à la maison et tu peux plus aller parler avec la personne, même s'il y a un petit conflit, un petit truc à régler qui peut se régler peut-être très simplement à la machine à café pour lisser les choses. Et du coup, il y a tout ça, il y a le côté dématérialisation. Et par rapport à ça, il y a ce côté, depuis quelque temps, je reviens à un travail en traditionnel, ce que j'ai pas fait pendant des années. Où je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, là je bossais en digital, et là je reviens avec du vrai papier,
En ce moment, j'ai mon trip crayon de couleur, je vais dans des musées, je fais des croquis d'observation. J'ai fait plusieurs campagnes là, où j'ai associé dans le projet, j'ai créé des illustrations en vrai. Chaque fois, je change, encore une fois, je change de technique. Avec, la première fois, c'était à l'encre, un ancrage, on va dire, plus comics. La deuxième, je suis passé en mode aquarelle avec, non pas aquarelle, mais des niveaux de gris, des lavis de gris. Avec de la dorure. Et donc, du coup, il y a ce petit côté, il n'y a plus de CTRL-Z. Il y a la bataille avec les dessins. Les accidents, ça me touche aussi, là tu vois le jeu de cartes, non, je vais reprendre que les cartes, ces illustrations là en traditionnel, il y a un truc qui me parle en fait, qui va un petit peu dans la continuité de ma réflexion. C'est peut-être mu par justement l'avènement de l'IA et une certaine perte des connaissances. Je pense qu'il y a plein d'artistes, en fait, je me demande si on ne va pas perdre de la technicité. Et en fait, il y aura de moins en moins de gens qui sont capables de réaliser des dessins à classe. Et puis le fait que ça augmente la valeur, si tu ouvres Instagram, TikTok, je sais pas quoi, tu as une pléthore d'images créées et certaines qui paraissent intéressantes de loin, créées en intelligence artificielle. Et du coup, peut-être par contrario, que ça augmente la valeur d'un original par rapport au savoir-faire qui est mis dedans, et puis le fait que ce soit une pièce unique. Bon, tu vois, bref, il y a plein de choses qui viennent se caramboler là, mais du coup, ouais, je suis en mode, même si ça prend plus de temps, mais je crois que je kifferais de me remettre à la peinture à l'huile énorme. J'adorerais avoir, tu vois, un truc avec différentes toiles sur des rails, et tu peux en bosser une si tu as un atelier suffisamment grand. Et j'ai vu ça chez certains artistes, et en fait, tu travailles ta toile, donc tu avances dessus, et puis tu vas la laisser reposer, tu la déplaces sur ton rail, t'en ramènes une autre. Puis t'en as plusieurs, en fait, sur le même moment, et des gros volumes. J'aimerais un truc aussi avec, je sais pas comment dire, la physicalité, c'est-à-dire, des fois, je fais des trucs, tu vois, c'est rigolo, je te parle de ça. Je fais des dessins sur des cartes Magic qui sont toutes petites, je suis au scalpel pour essayer de tracer les traits clairs, entre guillemets, donc hyper fin et tout. Je crois que j'aimerais bien faire des trucs à la truelle avec des projections sur des formats énormes. Donc ouais, peut-être ce truc avec, je sais pas, revenir aux sources, quelque chose de vrai, de concret. Ouais, une forme de matérialité, dans le sens pas matérialité, pas les biens, la thune, là, tout ça, mais quelque chose de, je sais pas comment dire, de solide, de concret, de vrai. Question 9. La récompense. Qu'est-ce que t'a apporté ta première grande victoire ? Cavalier d'épée. Je vois un chevalier sur son destrier qui brandit un glaive, donc il est dans l'action, il est dans le combat. Alors le destrier, il est orienté vers la gauche, donc ça par contre c'est peut-être plus orienté vers le passé. Il a du bleu, une cape bleue. La famille des épées fait référence à l'intellect. Le cavalier est une figure d'action. C'est un héros. Il exporte les valeurs de sa famille, même si lui-même ne les maîtrise pas complètement. Le cavalier d'épée est une figure de conquête. C'est une force qui vous pousse. Il peut être un grand orateur, un commercial, un avocat. Il peut aussi être le porteur d'une solution. Ah bah, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai eu du mal aussi pendant longtemps. Pas du mal, mais à accepter, à m'enorgueillir et à kiffer. J'ai essayé de l'apprendre, ça, avec le temps, de ce qui a été accompli. C'est-à-dire s'arrêter et puis faire un petit freeze et se dire « Ok, ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, c'est quand même cool, c'est classe. Prends un petit moment pour apprécier. » Tu sais, c'est l'image un peu, on va savourer la victoire, prendre un verre. Et puis avant de repartir, avant de repartir à la bataille, peut-être qu'on va faire une petite pause et peut-être regarder. Tiens, c'est rigolo, oui, l'orientation là vers le passé. Peut-être ce qui a été fait. Et puis du coup, ça te donne peut-être une assise quand tu dois continuer à avancer, de se dire ok, j'ai fait tout ça. Ouais, c'est peut-être important aussi. Le fait de regarder justement ce qui a été fait. Je vais te sortir des trucs là, j'espère. Je te demanderais peut-être de couper. Non, ça devrait aller en fait. Je pense que des fois j'ai du mal même à associer différentes facettes de moi. Des fois je fais des trucs, il y a le temps qui passe. Et tu vois, le temps, encore une fois, le passé. Et j'oublie en fait que j'ai accompli ou fait ça, ou en fait ça prend une importance moindre, et je vois d'autres facettes de moi, et du coup je peux même remettre en question des trucs. Tu vois, ça m'est arrivé une fois là, de voir quelqu'un jouer du piano et de me dire « Oh putain, je suis pas un artiste, tu vois, c'est pas terrible, je sais pas faire de musique, tout ça. » Et c'est comme si j'oblitérais tout ce que je fais en écriture, en dessin, en peinture, tout ce que j'ai fait depuis des années, à plein de niveaux différents, quoi. Le chevalier avec son épée, le mental, si tu me dis, qui regarde vers le passé, ouais, peut-être. Je dirais peut-être ce truc-là, le fait de regarder toutes les pièces qui me composent et tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Avec, il y a les choses peut-être moyennes, mais justement me focaliser sur les choses bien,
qui font de moi ce que je suis maintenant, et pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'être humain. Eh ben... Question 10. Le chemin du retour. Comment s'est déroulé le retour à la vie ordinaire? Oh non! Incroyable! Mais j'ai tiré que des pièces de monnaie. Donc pareil, donc là c'est le 10 avec un soleil en haut, je note, hein, le truc solaire qui te guide vers le haut, la lumière, j'en ai besoin. Les racines. Le 10 est un chiffre de transition. Le 10 de denier évoque la transmission. Qui profitera de votre réussite? Quel est votre legs au monde? Qu'allez-vous devenir? Ah tiens, c'est rigolo en fait, à un moment je faisais un petit exercice, ça va peut-être paraître particulier pour certaines personnes, mais tu sais, je pense à le fait que, comment dire, de visualiser l'assurance en toi, d'avoir une espèce de boule de lumière à l'intérieur. Ça y est! Et encore une fois, je suis très cartésien, je le vois pas comme un truc vraiment surnaturel, c'est pas une entité qui vit à travers toi, c'est pas un autre truc qui te parle et tout, mais comme un espèce de truc, ouais, je sais pas, une boule d'énergie ou une boule de croyance. Et à un moment, je me suis demandé, c'est rigolo parce que tu vois, je travaille dans le fantastique, je travaille sur des visions, je fais des dessins, j'envisage des trucs comme ça avec des pouvoirs magiques, Chandra chez Magic, elle balance des boules de feu, tout ça. Et en fait, à chaque fois, je le voyais comme une petite boule de lumière, ma façon de le concevoir à l'intérieur. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi? Tu vois, en fait, c'est marrant parce que ça, je le ferai en concept. Tu vois, en fait, on va me demander de plancher sur un personnage qui a une petite boule de lumière qui flotte au milieu du ventre avec un espèce de trou où il y a une boule de lumière. Et en fait, je vais devoir explorer plein de choses et je vais peut-être faire une petite boule comme ça, peut-être faire une grosse flamèche et peut-être je vais faire une flamme énorme derrière. Et c'est super rigolo. À un moment, je me dis, mais pourquoi tu l'envisages pas comme une boule énorme? En fait, elle peut être à l'intérieur de toi, mais en fait, presque elle déborde ou elle est énorme. Et du coup, ça m'a fait presque changer cette espèce de projection, vision quand je pense, moi, à cette espèce de boule de lumière. Voilà, c'est un petit peu particulier, peut-être et très personnel, mais... Donc encore une fois, les racines, il y en a partout. Ça me touche, le soleil tout en haut, c'est un 10. C'est la meilleure note qu'on puisse avoir, ça. Non, j'ai jamais eu le moment de down. Peut-être un petit changement plus récent dont je t'ai parlé juste avant, justement, quelque chose d'une sorte de... pas d'épiphanie, mais de conception de la vie un petit peu différente. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais sur une espèce de, je dirais, courbe ascendante, mais en fait, je le vois différemment maintenant. Ça veut pas dire que je me suis cassé la gueule ou que ça s'est arrêté, c'est juste ça prend une direction différente. Et je pense que c'est au mieux pour moi, parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, là, le mouvement, c'est la vie, là, le fait de s'adapter, de changer, les choses changent, et même nous, on change à travers le temps. Mais tu vois, ouais, en gros, j'ai bossé, je fais des illustrations, un projet d'illustration m'amène à un autre projet, je travaille sur un jeu vidéo, ça m'amène à monter mon propre studio, là, donc Don Entertainment, je kiffais le cinéma, les effets spéciaux à la maison, je me retrouve, et j'ai commencé à dessiner aussi, un de mes premiers trucs qui m'a impacté, c'était les traductions des comics Marvel en français. Et donc j'ai commencé à dessiner les X-Men, j'ai des souvenirs en fait très très forts de ça, les artistes qui m'ont influencé, il n'y a pas que ça, mais au début ça a été énorme, et du coup je me retrouve quand même à bosser sur les films live des personnages que je tripais quand j'étais gamin, et je crois que même à l'époque j'aurais jamais rêvé qu'il y ait des films ou pouvoir travailler là-dessus, donc ouais, il y a une espèce de truc, tu vois, c'est comme si là toutes les cases elles sont quasiment remplies à ce niveau-là. Mais du coup, est-ce que j'étais satisfait avec tout ça? Bah oui, quand même, hein, c'est pas mal, hein. Je pense que maintenant je peux être, il y a une forme de satisfaction, de fierté d'avoir accompli tout ça. Mais on passe à autre chose et le chemin n'est pas fini, donc il y a forcément des petits doutes. Là, il y a mon projet de BD, donc le fait de passer à l'écriture, de dévoiler des choses plus intimes. Mais je me rends compte que là, je suis en train de le faire dans cette interview, donc c'est pas un gros souci pour moi. Ou en tout cas de partager, je pense, des choses qui me tiennent plus à cœur et qui sont plus, peut-être plus importantes. C'est rigolo aussi. Tu vois, je kiffe encore les œuvres, on va dire, fantastiques. Je peux avoir une petite appétence encore, tu vois, j'ai dit petite, donc je peux avoir quand même une appétence et puis j'en consomme encore, mais c'est marrant, c'est pas toujours le genre que je préfère dans mes goûts personnels. Tu vois, je crois que les œuvres qui me marquent le plus, c'est peut-être les trucs contexte urbain, à parler des différentes classes sociales, l'injustice, ce genre de trucs, des choses qui sont encore une fois ancrées dans le réel. Oh là, j'ai pensé à un truc... Putain, c'est con, tu vois. Je flippais d'aller chez le coiffeur quand j'étais petit, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai déjà entendu ce truc. Alors ça fait la guerre de l'espace, mais c'est pas capable d'aller chez le coiffeur. Et ce qui est super drôle, c'est que j'ai rajouté une couche, c'est que les gens le savent pas, mais j'ai eu des dreadlocks longues pendant peut-être 15 ans. Et du coup, j'ai eu tellement peur du coiffeur que
j'ai dû l'esquiver pendant 15 ans pour faire la guerre de l'espace où j'ai monté un studio de jeux vidéo, c'est 10 ans de ma vie. C'est pas un truc qui se passe dans l'espace, mais il y a des gros robots et des bonhommes comme ça, mais voilà, c'est très rigolo. Et ben en fait, je sèche un petit peu sur cette question, le retour à la normale, parce qu'encore une fois, oui, c'est pas un retour à la normale, c'est plus une variation, adaptation, et puis des choses qui changent, tes priorités, vision de la vie. Question 11. La résurrection. Quelle épreuve a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui ? Ah ça y est, c'est pas les deniers là, c'est la double épée. Le double mental avec un œil, la vision, le 2. 2 yeux, 2 épées. Le chiffre 2 est celui de la rencontre et de la dualité. Le 2 d'épée évoque la contradiction, le fait d'avoir du mal à rassembler ses pensées, d'être en conflit avec soi-même. Ah oui, c'est rigolo comment on revient tout ça avec ces marottes. Il y a des choses dont je t'ai parlé tout à l'heure, la 2 facettes en moi. Le fait d'être... parfois, je suis le meilleur du monde absolu dans une discipline, dans ce que je fais. Je pense que je suis vraiment très très bon, c'est pas pour rien. Tu vois, si je regarde en arrière, pourquoi j'ai monté mon studio, pourquoi ça a marché, pourquoi je bosse pour Magic, pourquoi il me rappelle tout le temps, pourquoi Marvel. Et puis il y a d'autres fois, je suis pas du tout satisfait de ce que je fais, c'est pas à la hauteur, c'est pas intéressant. Et donc tu sais, c'est un peu les montagnes russes. C'est plus souvent vers le positif, mais je pense que c'est aussi... c'est douloureux, c'est chiant, j'essaye de le tempérer, mais c'est aussi une force, c'est quelque chose qui m'a servi à progresser. Je pense à un truc, j'avais une stagiaire à un moment, j'avais élaboré une question, c'était un truc important, c'était... tu vois, elle vient me voir, entre guillemets, pour un truc d'artiste, d'apprendre le concept art, la peinture et tout. Et en fait, je crois qu'à un moment, je lui ai abordé la question, la voie du bonheur, comment trouver le bonheur. Parce que je pense que c'est super important, encore une fois. Tu vois, il y a des statistiques, moi, qui m'avaient un petit peu super étonné. C'est un pigeon, en fait, qui nous fait du... qui est sur la verrière au-dessus de nous. Hate the game, bitch! Et c'était, je sais plus, il y a quelques années, une étude en fait en France, en Hollande, en Angleterre. Je sais plus, le pourcentage était assez hallucinant de gens qui estiment faire un bullshit job, un job de merde. C'est même pas donc un job qu'ils comprennent pas. C'est pas un job qu'ils aiment pas ou je sais pas quoi, c'est un job ils comprennent même pas l'utilité. Et ça veut dire que tu te lèves, tu fais 8 heures de taf, parce que ça peut être souvent 8 heures de ta journée, et donc une grande partie de ta vie, et en fait ça a pas de sens. Et encore voilà, c'est peut-être un truc qui me touche, tu vois, récemment, est-ce que je vais réussir à reboucler avec la résurrection, c'est ouais, retrouver du sens un petit peu dans tout ça, et puis quelque chose de concret, dans le sens, c'est vrai quoi, c'est pas virtuel, c'est... Je vois l'œil, cette espèce de vision un petit peu qui s'est... ce dont je viens de te parler, je l'ai déjà évoqué en plus dans l'interview, donc c'est quelque chose qui doit être important pour moi, je m'en rends compte, et je sais pas si ma vision par rapport à ça s'est affinée, c'est cet œil-là qui m'évoque ça, en fait, le fait que maintenant ça fait partie de moi, et c'est aussi un cap, en fait, par rapport au choix que j'opère maintenant. Donc je suis encore content de bosser pour des clients, c'est eux qui me payent, il faut aussi gagner sa vie, tout ça, là, tu vois, des clients à la commande, et des fois j'apprécie encore vraiment, sincèrement, en fait, t'arrives avec ton cahier des charges, et moi je me l'absorbe, travailler avec d'autres personnes, je kiffe. Mais le fait d'avoir aussi une vision de ce que tu veux faire, comme quand on est petit en fait, mais on n'a jamais fini de grandir. Et le fait d'avoir un cap et puis de savoir voilà, que c'est ce truc-là et d'avoir une vision claire sur le fait d'enlever tous les trucs superflus. Pourquoi il y a 2 épées par contre ? Tu m'as dit que c'était le mental en fait l'épée ? Je t'en ai mis du conflit intérieur en plus avec ma dualité. Et ouais, c'est faire le tri avec tout ça puis continuer à avancer. Cool. Question 12. Le retour avec l'élixir. Qu'est-ce que tu ressens le besoin de transmettre de tes épreuves dans ton œuvre ? Ouh, la tour. Avec un éclair là, qui vient exploser le haut de la tour, plein de débris. Donc c'est marrant en fait, elle a quelque chose d'ambivalent cette image. Il y a la tour qui se dresse, phallique, vers le ciel, très solide, un espèce de cylindre... il y a un petit effet de perspective en fait, mais elle est très ancrée dans le sol, elle est solide. Et ce que je vois, oui, c'est un éclair qui vient lui zapper la partie haute. On ne peut pas dire que l'éclair stoppe sa progression, parce qu'elle est en état figé, la tour, elle n'est pas en ascension permanente. Elle n'est pas détruite par l'éclair, il y a plein de petits débris autour, mais elle ne semble pas affectée malgré tout. Donc c'est comme si elle encaissait. Je suis désolé, il y a des petits arrêts parce que ça réfléchit à l'intérieur, ça bouscule beaucoup de choses. Très intéressant. La tour ou la maison de Dieu évoque un bouleversement soudain. La foudre, ancien nom de la carte, vient balayer les certitudes humaines. On a d'ailleurs longtemps vu dans cette image une représentation de la légende de la tour de Babel, un appel à la modestie.
Ce qui est sûr, c'est que la carte peut évoquer aussi bien des problèmes triviaux, comme un déménagement ou une perte d'érection, que d'autres beaucoup plus profonds, comme une grave crise spirituelle. Je pense que ces dernières années, j'ai pas mal changé, parce que j'ai été affecté par différentes choses. Et puis tu vois, oui, voilà, c'est pas une finalité. Là, le fait d'avoir, je suis très content d'avoir un bouquin, ça fait partie de moi là, avec mon nom, d'avoir fait tout ça. Mon studio de jeux vidéo là, qui est resté, créé plein d'emplois, qui a créé des jeux très connus, les plus gros films Marvel. Là. Donc ouais, tiens, si, voilà, je peux le dire là comme ça. Dans mon CV, j'ai 2 des plus gros films de tous les temps au box-office, 2 des 5 plus gros succès de tous les temps. Moi, gamin, j'aurais été fin fou en fait de voir ça. Et puis, tout à l'heure, j'ai pensé, quand tu m'en parlais, à un truc que ma tante me dit, où des fois, tu sais, tu fais des progrès, t'apprends des choses sur toi, t'as l'impression d'avancer et t'avances réellement, tu te sens mieux, et ensuite, tu te retrouves face à une nouvelle épreuve qui revient encore, peut-être que je vais rebondir avec cette tour-là, qui vient encore, pas faire vaciller tes fondations, mais poser des petites questions, et du coup, j'ai l'impression que c'est toujours un travail sans fin. Je le vois comment, j'allais dire, être une personne meilleure, accéder, se rapprocher de la voie, se rapprocher du bonheur, c'est peut-être un petit peu flou. On dirait que je suis un espèce de gourou, tu sais, ou coach en développement personnel là, qui te sort plein de trucs. Mais non, c'est des questions qui sont importantes, je pense, pour moi déjà. Enfin oui, parce que c'est moi qui fais la lecture du tarot, mais j'allais dire pour tout le monde en fait. Mais du coup, ouais, l'image qui me vient là, c'est bah ouais, il y a quand même des moments difficiles. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des petits trucs là qui me sont tombés, ou des passages qui sont très durs. Et en fait, bah, y a, malgré tout, là, tu te prends l'éclair sur la gueule, le coin de la gueule. Et comment tu fais pour rester droit, même si tu perds des petits bouts, mais tu restes solide, ancré sur les appuis, ancré au sol, planté. Ancré, c'est important, ouais. Et puis, bah, tu continues à avancer ou continues à être là, continues à exister. Ouais, tu vois, ça me touche, en fait. Question 13. Le prestige. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour finir ? Oh, ça va nous amener où ? La Lune. Alors là, il y a plein de symboles. Il y a une espèce de petit mare, de petit bassin, une écrevisse qui en sort, donc un crustacé avec une carapace, carapaçonnée, de pinces tendues vers le ciel. Est-ce qu'on va la manger ? C'est bon les écrevisses ou les crevettes ? Mais ce serait mieux de passer végétarien à vegan. Il y a 2 femmes, une à gauche, une à droite. J'ai l'impression qu'elles ont un petit collier symbolique. Une, c'est une plante verte. Ça me rappelle des figures, c'est rigolo, du livre illustré que j'avais fait sur Merlin avec un autre illustrateur il y a super longtemps. On avait essayé de revisiter le mythe. Là, c'est juste au niveau pictural. Je vois les drapés. Là, il y a le côté aussi un petit peu moyenâgeux. C'était un gros kiff. Donc, c'est un truc que m'évoque l'image. Elles sont pensives, ces 2 femmes. Elles ont les yeux vers le bas et donc elles ont l'air assez particulières. Chacune, en fait, il y a 2 tours. Il y a une tour de chaque côté, derrière chacune d'elles. Et en fond, il y a la Lune. Alors, est-ce que la Lune, elle fusionne avec le Soleil ? Non, en fait, je pense pas, mais elle a 2 figures. Encore une fois, là, c'est une espèce de 2 facettes. Il y a la Lune classique, le croissant, et il y a un visage qui ressemble plus, encore un visage féminin. Oh, visage de la femme, visage féminin, qui revient beaucoup. La Lune évoque la puissance réceptive féminine. On a longtemps pu croire que le cycle menstruel était lié au cycle lunaire. C'est une carte d'intuition et de mystère qui invite à réfléchir différemment, à se connecter au monde ou à ses rêves pour trouver une nouvelle voie. C'est aussi une carte aux aspects sombres qui peut évoquer les cauchemars et la folie. Enfin, cette carte peut aussi tout simplement faire référence à la mère du consultant. Le premier truc qui me vient, je sais pas où ça va me mener, mais c'est la petite écrevisse, c'est peut-être moi. Tu vois, elle est dissonante, machin, tu me demandes, donc je sors du bassin comme ça, et puis j'ai des petites pinces et tout. Il y a la lune qui me surplombe. Il y a le côté sombre là, dans le ciel étoilé, mais t'as dit une autre chose aussi, c'est ouais, l'inconnu. Je préfère l'inconnu en fait pour moi. Et effectivement, continuer à aller vers l'inconnu, c'est un truc encore une fois tout à fait complètement personnel. La zone de confort, et parfois des zones de confort qui nous font pas du bien, mais qu'on a absorbé en fait et qu'on réactualise ou qu'on fait revivre parce que c'est ce qu'on connaît. Et du coup, on se met dans une situation ou un état mental qui fait que on le connaît, on associe ça ou ça prend racine dans l'enfance, et du coup on est bien dans ce truc-là, on s'en satisfait, alors que ça nous fait pas forcément du bien. Et le fait de devoir sortir de sa zone de confort, c'est un petit travail que je fais sur moi, que je réussis pas à tous les coups. Tu vois, là, c'est un petit travail introspectif, là, ce que tu me demandes avec la lecture des cartes. Mais c'est important pour moi, en fait, de rester comme ça, éveillé, parce que c'est ce qui fait avancer. Et encore une fois,
J'ai toute une théorie personnelle avec une tempête qui m'arrive, moi, des nuages noirs, et que j'essaye de repousser. Donc là, il n'y a pas de tempête, là, c'est plutôt un soleil... il est quand même serein, là, avec la lune, elle rayonne presque quelque part. Je pourrais terminer là-dessus, un truc assez rigolo. Merde, j'espère que les petites écrevisses avec ces grosses pinces, là, c'est pas moi, là, qui essaye de choper un truc. Mais si, peut-être, pourquoi pas, là, j'essaye de choper plein de petits fragments, des fragments d'étoiles, des fragments de lune. Et que malgré tout, en fait, le truc qui me fait penser, c'est même s'il y a l'inconnu, en fait, tout au-dessus, qui me surplombe, et le fait que j'ose espérer, non, c'est pas j'ose, c'est je le ferai, de continuer à m'aventurer dans l'inconnu et à pas rester seulement dans mes zones de confort, ce qui est parfois très bien, il faut savoir aussi le faire, je pense. Mais effectivement, voilà, pour batailler contre mes facettes négatives et puis continuer à avancer en tant qu'être humain. Et puis qu'artiste aussi, aller découvrir des nouvelles facettes. Là, tu m'as parlé effectivement de l'inconnu, mais peut-être le rêve, d'aller explorer plein de choses. Si je ramène juste ça va peut-être plus intéresser tes spectateurs, à une facette professionnelle, c'est que j'ai souvent fonctionné effectivement dans des univers fantasy, horrifiques, beaucoup de fantastique, mais de fans, avec Magic. Et c'est des cahiers des charges en fait qui me sont imposés, avec lesquels je jongle. Et j'y ai souvent pensé en fait. Tu vois, c'est marrant, comment la fantaisie moderne elle est codifiée. Tu sais, Tolkien, les orques, les elfes, tout ça, et qu'on retrouve dans plein de schémas. Et les gens se sont habitués à ça. C'est normal, ça donne aussi une sorte d'ordonnance et tout. Mais à la base, en fait, la fantaisie, ce serait l'ouverture vers tout et n'importe quoi en fait, et vraiment d'être délirant. Et en fait, c'est marrant parce que j'aime bien ce genre d'exercice quand on me donne un cahier des charges et qu'il faut explorer des idées, et puis aller en trouver des différentes et aller plus loin. Peut-être que c'est un truc que j'aimerais bien faire dans mon travail. Puis voilà, et découvrir des nouvelles choses qui m'apportent, qui m'amènent ailleurs. La petite écrevisse. Cette nouvelle émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers très riche d'Alexis Briclot. Si l'on accepte la prédominance des deniers, son tirage s'avère plutôt équilibré, avec une présence de toutes les familles et de plusieurs arcanes majeures, dont l'empereur, qui renforce ce sentiment de structure et de concret imposé par les deniers. La Lune apporte tout de même un peu de chaos pour incarner la créativité de ce parcours, tout comme le monde nous en montre le succès. Un tirage qui illustre bien la grande variété du parcours d'Alexis, mais aussi tout le sérieux de sa démarche créative, ainsi que peut-être son besoin de retour au concret. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Je n'ai pas encore de visibilité sur la prochaine interview, mais n'hésitez pas à cliquer sur la cloche afin d'être prévenu dès qu'elle sortira. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.